Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour les 18 prochaines minutes de ma vie. Merci de m'accorder ce temps. J'espère que vous passez un bon moment. L'idée, pendant ce talk, ça va être de vivre ensemble une expérience de pensée. Je vais vous proposer de jouer à un jeu. On va imaginer tous ensemble que la vie est un jeu grandeur nature. Ça vous va ? Ok. Pourquoi je vous propose ça ? Peut-être parce que je suis une éternelle enfant qui adore jouer. Certes, passons. Surtout parce que, lorsqu'on imagine la vie comme un jeu, on peut s'intéresser à nos styles de jeu. On peut regarder à quelle table on est en train de jouer. Qui sont les joueurs à table ? Quelles sont les règles ? Ce qui va nous intéresser, ce sont les règles. Explicites, implicites, contraignantes, soutenantes. Ensemble, on va aller chercher 4 clés qui permettent de désamorcer les règles implicites contraignantes. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent parfois vous empêcher, dans votre jeu, de gagner, de remporter la partie, ou à minima, de la vivre comme vous souhaitez la vivre. Les jeux ont une grande place dans ma vie, notamment parce que, depuis toute petite, en famille, on joue aux cartes. Ma tante a appris à ma mère à jouer aux cartes. Ma mère a appris à ma marraine à jouer aux cartes. Depuis toute petite, je joue aux cartes avec ma tante, ma mère et ma marraine. Et en tant que super tati, je joue à tous les jeux de société possibles avec mes neveux et nièces. Mais il y a une règle dans ma famille, surtout pour les petites filles, c'est qu'on ne laisse pas gagner les enfants. Parce que la vie est dure. Parce qu'une femme, ça doit apprendre à être forte. Et parce que les petites filles, pour gagner, doivent lutter 2 fois plus. Donc depuis petite, je joue aux cartes avec ma mère, ma tante et ma marraine, et je perds. Beaucoup. Encore et encore. J'apprends à encaisser, j'apprends la défaite. C'est petit à petit constitutif de mon éducation, de mon ADN, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, et puis plus tard en tant que femme. Alors savoir perdre, c'est très bien. C'est important. Mais si on ne fait que ça, on ne va pas très loin dans la vie. Pour autant, pour accepter la perte, il faut vraiment apprendre à l'accueillir de manière pleine et entière. Et ça, j'ai appris à le faire toute petite et ça m'a servi dans beaucoup de domaines, notamment les sports de combat. Mon entraîneur qui est dans la salle vous le dira. Au premier cours de MMA, ce qu'on vous apprend à faire d'abord, c'est à chuter. Savoir bien chuter, c'est important. Ça permet de ne pas se faire mal et ça permet de savoir se relever. Bon, alors comme je suis une excellente perdante, chuter dans la vie, je l'ai fait plein de fois. La vie m'a emmenée au tapis plusieurs fois. Je compte 5 grands échecs. Mais ça m'a appris quelque chose d'essentiel tout de suite. C'est que quand on va au tapis, le croupier de la vie redistribue les cartes. Vous vous retrouvez avec un nouveau jeu dans les mains et vous pouvez redémarrer la partie. Pour vous montrer la mécanique et illustrer le propos, je vais vous raconter 2 de mes 5 grands tapis. Je ne vous fais pas les 5 parce que ça serait un peu trop long. Je vous l'ai dit en introduction, on a 18 minutes. Le premier tapis, j'avais 13 ans. J'ai été placée en maison d'enfants à caractère social par l'aide sociale à l'enfance. C'est un dispositif qui permet la protection des mineurs. Je me retrouve avec un nouveau jeu entre les mains, extraordinaire. J'ai une équipe éducative formidable qui s'intéresse, qui me permet de grandir dans un environnement sain, épanouissant. Ça me construit petit à petit et je peux redémarrer ma vie dans ce grand jeu. Je retombe au tapis une 2e fois, on me redistribue les cartes, je fais avec. Une 3e fois, on me redistribue les cartes, je fais avec. Bon, la 4e, je connais le chemin par cœur, puis j'ai compris qu'on avait un nouveau jeu après. Donc je me suis jetée au sol comme une catcheuse et j'ai dit « Allez, on y va, on relance le jeu ». Le 5e tapis est plus récent, un peu plus douloureux.
Je suis restée pendant des années dans une relation conjugale difficile, contraignante. Et je crois que j'y suis même restée un peu trop longtemps. Parce qu'en fait, depuis toute petite, on m'a appris qu'être une femme, c'est continuer à perdre encore et encore. C'est rester sous les coups encore et encore. Ce qui était ma plus grande force, la persévérance, est devenu ma règle implicite contraignante. À nouveau, mon entraîneur vous le dira. Savoir chuter, c'est bien, mais tomber 10 fois pour se relever 11 sans jamais rien changer, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut dans la vie, c'est un game plan. En sport de combat, comme en jeu. Le game plan, il est toujours pensé en fonction du profil du joueur ou du combattant. Pourquoi ? Parce que vous avez des ressources qui vous sont propres. Vous avez des limites qui vous sont propres. Et il n'y a qu'en prenant en compte votre singularité que vous pourrez gagner. L'idée, c'est d'aller chercher dans votre style de jeu ce qui est important pour vous. Quand j'ai appris à jouer aux cartes, de manière tout à fait inattendue, implicite et inconsciente, j'ai connoté les familles de cartes d'émotions. Pour moi, les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux ont des émotions. Je m'en suis rendu compte récemment parce que j'ai des collègues de travail extraordinaires, dont un qui s'essaye au mentalisme et qui nous fait jouer à des jeux entre midi et 2. Et qu'en essayant de lui expliquer ce que je ressentais vis-à-vis des cartes, on s'est aperçu que j'étais à peu près la seule personne de la pièce à avoir une valence émotionnelle, à savoir une coloration positive ou négative, pour un objet qui est tout à fait dénué d'affection. Et en faisant des recherches cet après-midi, parce que je n'avais pas du tout envie de travailler, je me suis rendu compte qu'effectivement, les valences que j'attribuais aux cartes étaient corrélées à l'histoire des figures qui apparaissent sur chacune de ces cartes. Prenons toutes les dames d'un jeu de cartes. La dame de pique est représentée par Pallas, la déesse de la guerre. Et je disais qu'à pique, pour moi, on gagne en écrasant l'autre. J'ai aussi dit qu'à cœur, on gagnait en étant brave. Et la dame de cœur est représentée par Judith, héroïne biblique, qui a fait preuve de sacrifice et de bravoure pour pouvoir sauver son peuple. J'ai dit que je n'aimais pas jouer avec les trèfles, parce que pour moi c'était des traîtres, allez savoir, et que par contre, j'aimais jouer à carreau. Parce que les carreaux, c'est une famille de cartes qu'on choisit peu. C'est une famille de cartes qu'on sous-estime. Et pourtant, pour moi, quand on joue à carreau, on est juste. Est-ce que vous savez qui représente la dame de carreau ? Non. Sur les jeux actuels, vous allez trouver le nom Rachel. Mais en fait, dans l'histoire des cartes, la dame qui représente la dame de carreau, c'est Dame Raniel. Alors je vais vous raconter l'histoire de Dame Raniel et essayer de vous faire voir pourquoi, à carreau, quand on gagne avec justice, justesse et finesse. Raniel, c'est une vieille sorcière hideuse qui a l'habitude d'aller embêter le roi Arthur. Et un jour, elle va au château, elle pénètre dans la salle et elle dit au roi Arthur « J'ai une énigme pour vous. Si vous arrivez à la résoudre, vous serez tranquille. Si dans 1 an, vous ne trouvez pas de réponse à cette énigme, vous devez réaliser mon souhait. » La cour écoute. Le roi Arthur tend l'oreille. Quelle est donc cette énigme ? La vieille sorcière Raniel lui demande que souhaite réellement, de manière le plus profonde possible, une femme. Alors là, le roi Arthur se retrouve bien embêté. Il envoie ses chevaliers parcourir le royaume pendant 1 an pour trouver la réponse. Force est de constater qu'il n'y a pas de réponse unanime à cette question. La vieille sorcière Raniel revient et demande son dû. Elle veut épouser un homme. Le roi Arthur se retrouve embêté à nouveau.
Tout le monde se demande s'il va épouser la vieille sorcière hideuse pleine de pustules. Mais le chevalier Gauvin s'interpose. Et il dit au roi Arthur que c'est lui qui épousera la vieille sorcière. Soit. Le mariage a lieu. Gauvin doit se présenter à sa nuit de noces. Vous imaginez qu'il est très peu enchanté à cette idée. Mais dans son lit, il trouve une magnifique jeune fille et lui demande où est passée la sorcière. Elle lui dit « C'est moi, la sorcière, mais je ne peux être belle le jour et belle la nuit. Victime d'un sort, il me faut choisir entre les deux. Chevalier Gauvin, je vous laisse donc le choix. Je serai soit belle le jour à votre bras, soit belle quand nous nous retrouverons le soir dans l'intimité. » Gauvin se retrouve bien embêté. Il réfléchit toute la nuit, et puis il finit par dire à Dame Raniel qu'il est responsable de son choix, de l'avoir épousée, et qu'elle est responsable de décider ce qu'elle souhaite faire. Est-ce qu'elle sera belle le jour ou belle la nuit? C'est un choix qui lui appartient. En répondant cela, le chevalier Gauvin brise le sort. Dame Raniel restera donc belle, nuit et jour. On a appris tout à l'heure la première clé, savoir accepter de perdre. On vient de trouver ensemble la deuxième clé, qui est de savoir se responsabiliser et permettre à l'autre de se responsabiliser. Vous avez vu, quand on joue à carreau, on joue juste. On n'a pas peur de perdre, si c'est pour une bonne cause. On est responsable de soi et on laisse les autres être responsables d'eux-mêmes. Je vous invite donc tout naturellement à faire le carreau, parce que vous allez en avoir besoin pour l'énigme qui vient. Vous pouvez mettre vos pieds joints. Alors, il y a des tricheurs qui le font avec les doigts, mais je vous invite à le faire avec les hanches, parce que vous allez voir que dans la vie de tous les jours, ça vous servira. Mettez vos mains sur vos hanches et vos pieds joints. C'est un peu compliqué dans les sièges que vous avez, mais je sais que vous êtes plein d'inventivité, de créativité et que vous avez trouvé des solutions. Prenez le temps d'assimiler. Vous jouez à partir de maintenant à carreau. Vous n'avez pas peur de perdre, vous êtes juste et responsable. Vous pouvez relâcher. Nous allons jouer au dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier est simple. 2 personnes ont commis un délit. Elles sont auditionnées en même temps, par des gendarmes dans 2 pièces différentes. D'accord ? Pour faciliter votre réflexion, je vous invite à positionner le suspect numéro 1 dans votre main gauche et le suspect numéro 2 dans votre main droite. Il y a 3 règles, elles sont simples. En audition, on n'a pas beaucoup de choix. Soit on se tait, soit on dénonce. Bon. Si les 2 suspects se taisent, alors ils gagnent 1 an de prison chacun. Si les 2 suspects se dénoncent mutuellement, alors ils gagnent 3 ans de prison chacun. Si un suspect se tait et que l'autre dénonce son camarade, alors celui qui s'est tué gagne 5 ans de prison et l'autre sort libre. Il y a une évidence quand on le fait avec les mains. C'est que tôt ou tard, elles vont se recroiser quelque part. Donc, là, on ne peut pas gagner soi et faire perdre l'autre. Ça n'a aucun intérêt. On finira par être perdant-perdant. Il y a plein de solutions où on peut être perdant-perdant dans ce jeu. Mais si on joue à carreau et qu'on n'a pas peur de perdre et qu'on s'intéresse à perdre avec brio, alors on peut trouver la solution à cette énigme. Je vous propose quelque chose. On va dire que le suspect numéro 1 se responsabilise. Il s'auto-dénonce. On ne peut pas appliquer la règle numéro 1 d'1 an de prison et on ne peut pas appliquer la règle numéro 2 des 3 ans de prison. Si le suspect numéro 1 se responsabilise et s'auto-dénonce, et que le suspect numéro 2 en fait de même dans le même temps, de manière similaire et simultanée,
N'ayant pas de différentiel de stratégie, on ne peut pas appliquer la règle numéro 3 des 5 ans de prison. Vous venez d'obtenir la 3e clé pour désamorcer une règle implicite contraignante. Lorsque vous êtes en collectif, il vous faut avoir une stratégie similaire et simultanée. La 4e clé est à mon sens la plus importante et la plus simple, la plus intuitive. Servez-vous du temps. Quand vous avez un doute sur une stratégie, quand vous avez un doute sur une règle que vous êtes en train de transmettre à vos enfants, à vos neveux et nièces, demandez-vous, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce que ça va lui servir réellement ? Est-ce qu'apprendre à perdre encore et encore, à encaisser les coups encore et encore, c'est une bonne solution ? Essayez de visualiser les règles qu'on vous a transmises, celles que vous avez intériorisées et celles que naturellement vous avez portées et fait vivre auprès de votre entourage. Et maintenant que vous avez les 4 clés, je vous invite à considérer avec compassion vos aînés, parce qu'ils ont appris à jouer comme vous, avec leurs aînés, qu'ils ont intégré des règles comme vous, de manière inconsciente. Maintenant que vous avez fait ce travail avec vos aînés, je vous invite à le faire pour vous-même, à avoir de la compassion, à vous déculpabiliser de votre style de jeu, qu'on n'a pas toujours l'occasion de remettre en question. Et maintenant que ça c'est fait, je vous invite à partager les clés, le plus que possible et à chaque fois que nécessaire. Lorsque vous identifiez qu'une règle implicite, contraignante est présente, je vous invite à désamorcer cette règle avec toutes les clés que vous avez en main. Et surtout, à le faire avec les générations futures. Plus simple. Et souvent, le plus que possible, notamment quand vous êtes en situation contraignante, je vous invite à jouer à carreau. N'ayez pas peur de perdre, soyez juste responsable, responsabilisez les autres. Maintenant, dans ma famille, on continuera de jouer aux cartes. Mais Tati Sarah, elle acceptera de perdre pour la juste cause. Elle jouera à carreau.